Moi, c'est Thibaut. J'ai 23 ans et j'ai traversé en vélo avec un ami l'Europe de l'Ouest, sur plus de 8500 km à la rencontre d'Européens ordinaires, loin de tout préjugé. Ce voyage m'a pris 7 mois et j'ai eu le temps de me demander si l'Europe est un truc de politiciens ou si au contraire, nous, citoyens, sommes directement concernés. Pour le comprendre, chaque soir j'ai frappé à des portes afin de trouver refuge. J'ai rencontré des centaines d'Européens qui m'ont hébergé. Si j'avais frappé à votre porte, cela aurait pu être vous, car c'est vous qui l'habitez et qui formez l'Europe. Alors, quelle est cette identité européenne? Est-elle culturelle, politique, économique? Mais qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est un morceau du continent eurasiatique où vivent quelques 750 millions d'habitants sur 49 pays, ne parlant pas moins de 28 langues, s'étalant sur 6 fuseaux horaires des Açores à la Russie. J'ai traversé les 14 pays de l'Europe de l'Ouest, et culturellement, la première chose que j'ai remarquée, c'est que de nombreuses langues y sont parlées. À chaque rencontre, j'ai dû me débrouiller pour me faire comprendre. J'ai pu, dans certains pays, utiliser le français, ma langue natale. Dans d'autres, gesticuler mes mains afin de faire passer un message simple, ou tout simplement parler anglais. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous parlent couramment cette langue. C'est le cas des Néerlandais, par exemple. Mais d'autres ont de terribles difficultés à se l'approprier. Pour ma part, je n'en parlais que quelques mots au début de ce voyage. Et je me suis demandé si c'était le cas pour tout le monde. The thing is that in Italy we have a really Italy-centric view of the world, even because if you look at the map of the world, what's in the real center of the map? It's Italy, you know. So like, why would you ever learn another language out of the center? Quand tu viens d'un pays avec très peu de culture, tu t'ouvres aux autres pays et du coup tu absorbes par ce biais-là la langue. Je pense par exemple, tu vois, par exemple les pays scandinaves, c'est des tout petits pays. Tout ce qui va être par exemple le cinéma et tout, ça va être des films américains ou genre le truc. Et en fait, vu que c'est des petits pays, ils peuvent pas les doubler. Certains, oui. Ils les doublent pas et du coup ils les regardent tous en version originale. Culturally, like Spain, Italy, and France have usually been countries to which, well, culturally, no, most recently, where people were emigrating to Spain, to Italy, to France, you know, so maybe that gave an impression of like, I don't need to learn any other foreign language because I'm already in the place where I have to be. Ce serait donc une question de culture. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans notre pays. Alors, pourquoi s'intéresser à ce qui se passe à côté? C'est une vision très égocentrique du monde. J'ai fini par trouver la meilleure des réponses. Parce que nous, on pense que bien parler anglais, c'est se la péter. Non. Si, quand un Français qui a un accent un peu british, il dit ah machin, tu parles comme ça. C'est juste que ça t'agace que tu y arrives pas. Voilà, mais en fait c'est ça. C'est juste que c'est ça le ton latin. propre rapport. Oui, mais c'est ça qui est latin. Alors que moi je suis plutôt admiratif de quelqu'un qui sait bien parler. Et quand tu me dis ça me parle complètement. Moi, quand je vois un Français qui parle bien anglais et qui met vachement l'accent et tout. Et t'as envie de te foutre de sa gueule. Ouais, bah toi parce que t'es un moqueur. Mais... Non, je me dis juste, il se comment il se la pète. Mais alors que il essaye juste de parler anglais. Non, mais du coup, il y a bien que dans notre pays, et il y a bien que dans notre pays où on le fait. Ouais, c'est le concours à qui est le plus nul. Une langue caractérise donc un peuple, une culture et un pays. Mais contrairement à l'Espagne, l'Italie et la France, où une seule langue est officielle, certains pays sont multilingues, comme la Belgique et la Suisse. On y parle le français, l'allemand, le néerlandais, l'italien et le romanche. Comment se sentir belge ou suisse dans ces conditions? Je pense que tous les Suisses quand même, ils se sentent suisses à la base. Avec les différences qu'on a, avec les difficultés qu'on a entre les régions. Les dessins, on va au sud, très peu de gens qui parlent italien. La capitale est à Berne, c'est loin. Il y a les montagnes entre les deux. Parfois, c'est pas facile de gérer, je pense. On est tous des Belges, il y a des différences, il y a des choses qui sont un peu délicates, mais la sensation nationale est bien là-dedans. Oui, chez toutes les régions, dans toutes les 4 régions, parce qu'il y a aussi la région bruxelloise qui est assez grande. We didn't want the Swiss French part didn't want to be French. Like the Swiss German part didn't fucking want to be German, like we don't like the Germans a lot. And the Italian part wouldn't want to be Italians.
So we all found each other because we've got the same sort of mentality a bit, yeah. Cioè, mi dicono sei italiano e faccio sì, parlo italiano, ma io sono nato in Svizzera, ci tengo alla mia cultura, alla mia terra e rispetto che sono qua, vivo qua, mangio qua, grazie alla Svizzera che lavoriamo, abbiamo uno stipendio e quindi io credo che io mi sento svizzero, non italiano. Maintenant, c'est pas un gros mot de dire qu'on est wallon ou flamand. On peut avoir plusieurs identités, comme on peut être belge et européen. Donc moi, il y a une identité belge, aussi bien au nord comme au sud. Voilà, où est-ce qu'elle est la plus développée, je ne sais pas, mais l'un n'empêche pas l'autre. Cependant, le fait de ne pas forcément parler la langue de ses compatriotes n'enlève rien à leur identité nationale. Un Suisse est suisse et un Belge est belge. Peu importe la langue qu'ils parlent. La barrière de la langue n'ôte pas l'hospitalité des gens. Même si nous ne comprenions pas toujours, j'ai souvent eu accès à un lit bien chaud, après une centaine de kilomètres sur mon vélo. Dans le sud de l'Italie, j'ai rencontré Sergi, qui voyage en kayak avec son chien depuis 2 ans et demi. Il peut parcourir une quarantaine de kilomètres par jour et dort souvent sur les plages. Je me rends compte de la chance extraordinaire que j'ai eue, pour un voyageur en vélo, de le rencontrer. Mais quand on voyage, le destin a toujours sa part de responsabilité. Sergi est parti de Barcelone, mais il ne se considère pas espagnol. Il est catalan. No, I mean, Spain is a wonderful land, multicultural. We are not all the same, we're different. In one place you will eat something and you will speak one language and you will have some traditions. In another place will be different. And this is very interesting, this is very nice, rich. It's a nice value. Los países catalanes son una nación rica y fuerte. Y que ellos lo saben, que mucho de lo que tiene España es gracias a lo que producimos los catalanes. A nivel cultural, a nivel económico, a nivel de todo. Y es eso, y lo saben, y por eso les interesa que nos vayamos, y es cuando empiezan las amenazas de es que si os vais no estaréis en Europa, o es que si os vais todos los bancos, todas las empresas que invierten aquí Cataluña se van a ir, sí. Cuando siempre no juegan con la cultura esta del miedo, ¿no? Sí. Vamos a crear miedo a la sociedad para que tiren para atrás y que esto no deja de ser un pensamiento de hace 50 años. No creo que sea solo por el hecho del dinero, sino que también el hecho de tener una cultura propia, una lengua propia, unas tradiciones, una historia. Bueno, ese es el sentimiento de ser pues, Estado-nación, ¿no? Y también para mí es una oportunidad de poder crear una cosa nueva, de poder empezar desde las bases. Cataluña sociológicamente y históricamente siempre ha sido una región bastante de izquierdas y progresista, por lo tanto para mí también es una oportunidad de crear algo diferente. We think it's maybe a good adventure to start our own way, and we are not afraid of that. De nationalité espagnole, les Catalans voudraient être reconnus en tant que tels, et par la même occasion, disposer d'un nouveau pays et d'un gouvernement propre. Au nombre de 7,5 millions d'habitants, soit aussi nombreux que les Suisses, ils ne se sentent pas traités comme ils le voudraient par le gouvernement. Les Catalans réclament leur indépendance. Ils sont fiers de leur langue et de leur culture. Il s'agit de la région la plus riche d'Espagne. Il est donc compréhensible que le gouvernement ne veuille pas lâcher prise sur cette partie du pays. Une autre question existentielle viendrait aussi se greffer à ce problème. Si la Catalogne devient indépendante, la question d'identité européenne pourrait être remise en cause. Il est pourtant étrange de parler d'un choix politique comme s'ils avaient les mains liées par avance. En effet, les Catalans ne s'expriment pas sur leur appartenance à l'Union européenne, mais à leur vie en commun avec le reste des Espagnols. En parallèle, je suis allé en Irlande, une des 6 nations celtiques. On y parle majoritairement l'anglais, mais dans certaines régions, l'irlandais est aussi pratiqué. Les Irlandais sont 6 millions sur un territoire presque 3 fois plus grand que la Catalogne. On dit que l'herbe est plus verte ailleurs, et cela prend tout son sens dans ce pays. Mon objectif fut de ne pas planter ma tente une seule fois,
car le temps pouvait passer de la grêle au soleil pour revenir à la pluie en moins de 10 minutes. Cette île est peuplée par des Irlandais du Nord et des Irlandais de la République d'Irlande. Ils ont une nationalité distincte, et sont-ils pour autant si différents? We're now north and south, but like I'm not sure that we're two different cultures, you know, and it might be a bit ambitious to expect, you know, the coming together of north and south with under the one government and all that stuff, economically or financially or whatever. I think we're happy the way it is at the moment. We're happy to see the peace, first of all. So, you know, after that, it'll happen, maybe not in our lifetime, but maybe, you know, by degrees, it might happen. But yeah, it would be nice. Maybe they're quite happy. We're quite happy. They're quite happy. We have no problem in welcoming them south. They like to think they're different, but they actually are. But it's exactly, I mean, you talk about superstitions, but I can guarantee the superstitions that they practice up here are exactly the same as the superstitions that they have in Dingle. But yet they'll say they're different. The people in the south need to accept my identity as a Northern Irishman as being Irish. And people in the north of Ireland need to accept the fact that they are. Well, the thing that happens, when you leave Northern Ireland and go to anywhere else in the world, Africa, you are wherever. Irish. You're Irish. Nobody else makes a distinction between Northern Ireland and the south of Ireland. Everywhere else in the world, you are Irish. Si les Irlandais du Nord se considèrent tout simplement comme Irlandais, j'ai compris que tout ce désordre provient de l'île voisine. Les Anglais, protestants, ont tenté pendant des siècles de les coloniser. En 1921, ils ont accepté de déclarer leur indépendance, à condition de garder une petite partie, l'Irlande du Nord. Si les langues peuvent former des clivages culturels importants au sein de l'Europe, un autre aspect est primordial. La religion attire bien des conflits, mais elle est en mouvement permanent sur notre continent. En Europe de l'Ouest, il y a des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants. Mais il n'y a qu'en Angleterre où l'anglicanisme est déclaré religion d'État. Tous les autres pays sont laïques. Pourtant, la religion est toujours très présente dans de nombreux pays. Si les jeunes sont de moins en moins catholiques, l'Italie et l'Irlande sont certainement les pays où la religion est la plus importante. Être religieux. En voilà une énigme. Qu'est-ce que ça signifie? Cela s'apprend-il? Le devient-on de génération en génération? Sorge spontanea in ogni uomo, di qualunque credenza sia o non sia credente, viene spontaneo pensare che ci sia un qualche essere che ha creato queste cose, oppure l'identificazione della natura stessa, dei fenomeni naturali, con un'entità superiore. So you're grown up in the register of the Catholic Church, but being Catholic, I guess it's another thing, you know. Well, armchair religion. They say, you know, I'm really religious, but you know, the only time they go to church is on fucking Christmas. Nonostante noi ci professiamo cattolici, quindi che seguiamo il Papa, che seguiamo la Santa Sede, i dettami del Santo Padre, spesso siamo abortisti, divorzisti, e quindi mettiamo sotto i piedi quelli che sono i dettami di Cristo. Quindi questa cattolicità non so fino a che punto sia réelle et véritière. Être religieux, ce n'est pas juste se rendre à l'église le dimanche. L'Europe évolue d'année en année. Il est donc nécessaire de réfléchir à ce qu'il faut garder et ce qu'il faut changer. La religion s'attaque à un autre problème majeur en Europe, l'avortement. Suivant la législation, tous ces pays autorisent une femme à avorter entre 10 et 22 semaines. Même si l'Irlande a évolué avec le mariage gay, ce pays reste sur sa position contre l'avortement et fait partie des pays les plus stricts au monde. Une femme y encourt 14 années de prison pour avortement illégal. It's not allowed in this country, but yet, as we know, young people are going to England for abortion. So
I don't think I'd like to see it. I don't think I'd like to see it happening in this country, because it might be seen as too easy an option maybe for people to get rid of their little fetus or whatever. But it all depends, I think, on the personal situation of the mother and the baby and the family, you know. Yeah. Este gobierno tan, no sé, tan cerrado, lo que siempre, en lugar de buscar soluciones a los problemas, la solución para ellos es la censura, en prohibir y sí, es muy restrictivo. Y cuando es una realidad social, la gente va a seguir haciéndolo, o sea. Les pays européens ne cessent de progresser sur la question des droits de l'homme. La religion a de moins en moins d'emprise sur la population. Et les États acceptent de plus en plus le mariage homosexuel et le principe de l'avortement. C'est donc une Europe qui change, qui se modernise, et des lois qui s'adaptent à ces changements. Culturellement, être européen est donc difficile dans beaucoup de domaines. Il y a un clivage comportemental romano-germanique qui peut paraître fort, mais qui dans la pratique est très futile. Les nombreuses langues et dialectes ne favorisent pas les échanges, de plus que l'anglais n'est pas forcément maîtrisé par tous. L'unité européenne se trouve-t-elle en politique? Les gouvernements de tous ces pays ont-ils un mode de fonctionnement similaire et unitaire? Il s'avère que j'ai traversé la ville de Maastricht, au sud des Pays-Bas. C'est là-bas qu'a été adopté le nom de l'Union européenne, la même année où je suis né. Politiquement, l'Europe possède un gouvernement commun. À Bruxelles, un texte de loi peut être proposé par la Commission européenne, composé d'un membre par pays. Chaque commissaire s'occupe de son portefeuille, comme l'environnement, l'agriculture, les marchés financiers. Ils sont dirigés par un président qui est élu pour 5 ans. Pour adopter cette loi, 2 institutions délibèrent. D'abord, le Parlement européen, composé de 751 députés que vous avez élus. Ils peuvent débattre, modifier et proposer une nouvelle version de cette loi. Ensuite, le Conseil de l'Union européenne entre en jeu. Chaque pays envoie ses ministres défendre leurs intérêts. Ils remodifient le texte pour le renvoyer au Parlement, et ce jeu d'échange peut se reproduire de nombreuses fois. Lorsqu'un accord est trouvé, cette loi entre en vigueur dans votre pays comme dans tous les autres. Si tout Européen peut élire les députés tous les 5 ans, certains n'ont pas besoin d'être élus pour accéder au pouvoir. J'ai remarqué qu'un nombre incroyable de monarques étaient encore actifs en Europe de l'Ouest. On y trouve une reine au Royaume-Uni, un roi aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, un prince à Andorre, à Monaco et au Liechtenstein, un grand-duc au Luxembourg et un pape au Vatican. D'un seul coup me reviennent les cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Vous souvenez-vous de la pyramide sociétale? Le roi, au sommet de la pyramide, utilisait ses paysans pour s'enrichir. Mais de nos jours, à quoi peuvent-ils servir? Il n'a pas un rôle politique, le roi. C'est pas comme le président en France. Il n'a pas le rôle comme ça. Ça, c'est seulement une tradition. Et en Angleterre, ça, c'est très important. Le reine est très important en anglais. Mais le roi Philippe, bon. Pour faire une blague, oui. Now, how can you say? They are a special family who everybody respects very much. And I think they're somebody to look up to follow. They have a good example in life. They all work very hard. It isn't just living in palaces. They work all, even the Queen now in her big age and the Duke in his 90s, work very, very hard. Je ne suis pas spécialement royaliste ni anti-royaliste. Moi, je crois que c'est pas mal d'avoir quand même un roi parce que il dure plus longtemps que les gouvernements. Un gouvernement a une durée de vie limitée, 4-5 ans, alors que le roi, lui, il reste au-delà de tout ça. Donc, à la limite, si on a un roi, autant qu'il ait du pouvoir. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a plus un roi protocolaire qui n'a plus vraiment de pouvoir. They go to places, it might be a children's home, it might be something to do with sport.
but they're involved all the time, every week. Il sert à présenter, mais sinon il sert pas à grand-chose. Ces monarques n'ont donc aucun rôle gouvernemental dans le système politique. Cela me laisse encore plus perplexe. But what is the alternative? Well, you know, what is the alternative to the monarchy? The Queen, she's not political. She's not political at all. So to a socialist, she's a socialist. To a conservative or UKIP, she's a conservative. Because she's non-political. Right? She's a figurehead. She brings a lot of revenue into this country. Para mí es el recuerdo de lo que sufrieron mis bisabuelos en el franquismo. O sea, para mí ver a la figura del rey es recordar lo que tuvo que sufrir mi familia, que era roja, en un momento de crueldad y de desemparo. Y obviamente, pues, yo le cortaría la cabeza, como hicisteis los franceses. Il y a donc différentes façons de percevoir la monarchie en Europe. En Angleterre, le rôle de la reine est très important pour la grande majorité de la population. La reine Elisabeth II crée un nationalisme fort, évitant ainsi toute révolution populaire. En Espagne, depuis la succession de scandales ces dernières années autour de la famille royale, de très nombreux mouvements républicains souhaitent l'abolition de la monarchie. Juan Carlos, formé par le dictateur Franco, a abdiqué astucieusement en faveur de son fils Felipe VI, au moment où une majorité d'Espagnols remettait en cause le principe de cette royauté. La jeune génération espagnole n'est plus apeurée. Arrivera-t-elle à bout de la monarchie par le biais d'un simple référendum ? Les Belges, quant à eux, pleins de légèreté, s'en moquent éperdument. Ils utilisent l'humour pour adoucir la vie. Ces monarchies n'influencent donc que très peu le système politique, mais peuvent influencer considérablement la façon de penser des peuples. Les Suisses, eux, connaissent parfaitement leur système politique. Ils ont un système fédéral composé de 26 cantons autonomes, possédant chacun leur propre constitution. Chaque canton dispose d'un gouvernement et d'un parlement. Après de nombreuses élections, sont élus les 7 conseillers fédéraux. Ce sont eux qui dirigent le pays. Ils sont censés représenter les citoyens de façon culturelle, linguistique et religieuse. Ces 7 représentants élisent un président chaque année. Politiquement, la Suisse est donc basée sur le consensus. C'est une démocratie de concordance, représentative et participative. Elle est caractérisée par 2 processus, l'initiative populaire et le référendum. Ouais, puis on a la démocratie directe. C'est ça qui nous donne vraiment la possibilité qu'on peut tout changer. Si on veut pas, c'est pas l'État qui décide, c'est vraiment les gens qui peuvent. Et puis je crois que beaucoup de gens ont aussi un peu peur de perdre ça si on modernise. Parce que maintenant on a la possibilité de voter. Mais après, si on n'est pas d'accord avec une loi, on peut toujours faire des référendums. Et sans faire erreur, c'est 50 000 signatures pour qu'ils doivent reconsidérer ce qui a été choisi. Et tu peux aussi faire des initiatives. Si tu as décidé que tu veux créer une nouvelle loi, il faut avoir 100 000 signatures. Puis après, une fois que tu as 100 000 signatures, ils sont obligés de considérer ta loi. Un truc que je trouve vraiment super aussi, c'est que le Conseil fédéral, donc on a l'exécutif au niveau fédéral, c'est 7 personnes. Et puis si tu demandes aux Suisses, tu trouves rarement un qui est capable de te dire les 7 noms, quoi. Et puis ça, c'est super, je trouve. Parce que du coup, c'est assez peu médiatique, quoi. Puis ce Conseil fédéral, il n'est pas élu par le peuple, en fait. Donc nous, on élit les chambres, qui sont nombreuses. Puis ces chambres, ils élisent le Conseil fédéral. Puis ça, je trouve vraiment excellent que du coup, ce Conseil fédéral n'a pas besoin de faire de pub pour se faire élire, quoi. Il n'a pas besoin de mettre de l'énergie pour que les gens votent pour eux, quoi. Donc ils s'occupent de leur travail et puis ils sont pas dérangés par tous ces aspects médiatiques, etc. Il y a un parti là qui aimerait bien
qu'on élise démocratiquement le Conseil fédéral, parce qu'ils trouveraient ça plus démocratique. Puis moi je trouverais vraiment dommage, parce que justement les gens ils se mettraient à faire de la publicité, ils mettraient énormément d'énergie pour faire parler d'eux, etc., au lieu de juste bosser, quoi. Puis finalement ça je trouve un des trucs presque encore mieux que la démocratie directe, le fait qu'on n'élise pas ce Conseil fédéral, et puis le président c'est vraiment une fonction de représentation, puis ça tourne chaque année, et puis alors déjà que les gens ils savent pas qui c'est les 7, en plus vu que chaque fois ça change, tu sais même pas qui c'est le président souvent. Serait-ce donc la solution? Laisser le peuple donner son avis? La vie médiatique devrait-elle s'effacer de la vie des politiciens? Faut-il adopter ce système? La question serait plutôt de savoir si vous voulez avoir un impact direct sur la politique de votre pays. Cela serait un pas de géant pour la démocratie et pour l'Europe. En France, il n'y a pas de roi, mais un président que les Français élisent une fois tous les 5 ans et qui forme un gouvernement. Entre-temps, les Français n'ont presque aucune incidence sur la politique de leur pays. Contrairement aux Suisses qui recherchent le consensus pour faire avancer les conditions sociales, le peuple français, lui, trouve ses racines dans la contradiction et la révolution. D'ailleurs, le dernier roi de France, Louis-Philippe Ier, fut contraint d'abdiquer suite à une révolution populaire en 1848. Le plus drôle est qu'il fut mis au pouvoir suite à une précédente révolution. Aujourd'hui, les Français seraient encore mécontents de ce qui s'est passé ces dernières années. Mais peut-on se tourner vers les extrêmes uniquement sous prétexte d'être déçu? Et je trouve dommage qu'on monte des parties de la population française les unes contre les autres. C'est-à-dire, on va dire, les gens qui aujourd'hui ont basculé vers des idées d'extrême droite, par exemple. Donc les idées du Front National, anti-européennes, etc. Et les opposer complètement aux gens qui sont pas dans ce truc-là, quoi. On crée une barrière et on veut vraiment diviser les gens là-dessus. Et je sais pas pourquoi les médias font vraiment jeu d'extrapoler les deux points de vue tout le temps, quoi. Je suis pas du tout convaincu que l'extrême droite soit une solution pour la France. Mais est-ce qu'on est dans un tel climat d'insécurité que c'est eux qui pourront apporter la solution? Mais j'ai pas l'impression. Parce qu'on est toujours dans ce débat d'idées où on est plutôt dans les phrases chocs que dans des faits réels. Les Français, ils ont bouffé la feuille et la belle organisation du pays. Voilà, moi je pense que plus on avance, plus on fait régresser notre pays. Non mais par rapport au système qu'on a en place, enfin on en parlait de réformer totalement le système, moi je trouve que c'est une super idée. Oui, mais pour réformer comment et quoi? Non mais pour appuyer... plus de démocratie directe. Voilà. Là d'accord. Non mais plus de démocratie à mettre des gens au pouvoir et leur dire voilà on vote une fois pour vous tous les 5 ans aussi ou plus et après vous avez plein de pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Non. Moi ça me parle pas. Peu importe que ce soit quelqu'un qui ait des idées qui me conviennent ou qui me conviennent moins. Le problème viendrait du système actuel lui-même. On l'appelle démocratie. En grec, démos, c'est le peuple, et kratos, le pouvoir. Cela veut dire que l'on donne le pouvoir au peuple. Pourtant, la plupart des systèmes sont des oligarchies. Oligos, c'est un petit nombre. En France, c'est un système représentatif. On demande au peuple de voter pour un petit groupe politique. Et ce sont ces représentants qui écrivent et votent les lois. Le peuple, lui, n'est jamais sollicité. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner son maître. En traversant l'Italie, j'ai fait de nombreux liens entre la République et la mafia. Arrivés dans le sud, les nids de poules sont devenus omniprésents. Les Italiens ont d'ailleurs trouvé une méthode bien particulière pour les boucher. Si en Suisse, ils ont les moyens de refaire les routes tous les 2 ans, ici, on cherche à écraser le plus d'animaux possible. Chats, chiens, blaireaux, moutons, cyclistes. Le tout bien séché évite ainsi de s'embourber. Ici, on a une technique bien particulière pour le recyclage des déchets. C'est même devenu un sport national. On s'amuse à jeter le plus de sacs poubelles le long des routes, après une agréable sortie en voiture. Quand on réussit à obtenir la pile la plus haute possible, il suffit d'y mettre le feu, afin de faire disparaître le tout. L'ambiance des bâtiments abandonnés, des maisons pas terminées, des Smart déglingués m'ont finalement bien plu. Vous me croirez ou non, j'ai même pu apercevoir en pleine nuit un mafieux sur son sulky sortant d'une course illégale. C'è una massima latina che riguarda il diritto che dice anche summum ius summia iniuria, che significa il massimo diritto
è anche la massima ingiuria, nel senso che l'esercizio del potere ha sempre in sé, per quanto sia esercitato in maniera ligia, in maniera onesta, anche nell'interesse dell'umanità, ha un aspetto proprio legato strettamente all'esercizio del potere che è purtroppo negativo. Alla fine anche un giudice, se deve dire questa persona ha sbagliato, deve andare in galera, è in un certo senso, volendo estremizzare i concetti, una forma di potere, di mafia in un certo senso. Il problema è quando uno ha un potere nelle mani, esercitarlo nel modo più giusto per quanto è umanamente possibile. È un problema molto grande, è una lotta continua interna alla stessa umanità, allo stesso uomo. Les problèmes ne seraient pas forcément liés à l'organisation que l'homme fait du système, mais certainement aux principes qui régissent l'homme lui-même. Si dans le sud de l'Italie, la mafia est visible, dans le nord, elle est plus discrète. Elle est intrinsèquement liée à la politique et à l'économie. On se souvient tous de Berlusconi et de quelques scandales qui lui ont été associés. Berlusconi, oh my God. He was really charismatic and probably I think that the main reason of his past success was just because you know that in Italy there was Mussolini, no? Many years ago, and he was a really charismatic person too. So probably people recognized in Berlusconi such a charismatic person and leader. He has always worked and acted like the entrepreneur he is, not as a politician. There has never been any social purpose in what he has done, never any politic philosophy, nothing. Just about power and money and corruption. Io penso che Berlusconi non abbia preso dall'erario dello Stato, suppongo, perché mi riferisco a quando io ero ragazza, nel mio piccolo, mi ricordo per esempio che i podestà, i capo dei paesi erano le persone molto ricche che andavano soltanto al potere per onore e che spesso aprivano i loro granai per la povera gente, anche perché allora i comuni non erano ricchi, quindi ora purtroppo anche i sindaci dei piccoli centri vanno al potere per rimbinguarsi le mani. Même destitué, ce type d'homme politique a toujours du pouvoir sur le gouvernement. La mafia ne s'arrête pas à l'Italie et à quelques échanges de protection. Le pouvoir est la convoitise de l'humanité. Beaucoup sont prêts à tout pour y parvenir. Il y a donc de très nombreuses disparités entre les différents gouvernements politiques européens, bien que la Commission européenne existe. La Suisse devrait-elle être un modèle pour construire une Europe unie et démocratique? Cela n'est pas l'opinion de tout le monde. Une montée des partis extrémistes, aux consonances antisémites, proches des partis néo-nazis, se dévoile de plus en plus. Ils sont contre l'Union européenne, sa politique, ses frontières, et surtout, son modèle économique. Une des premières choses que j'ai pu remarquer est l'absence de frontières. En 7 mois, on a contrôlé mes papiers que 2 fois, au Royaume-Uni et en Irlande. Cela est dû à l'espace Schengen. Avant, il y avait des contrôles obligatoires aux frontières. En 1995, a été signé un traité au Luxembourg qui a instauré une libre circulation des citoyens au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, 26 États en font partie, et 3 sont admissibles. Mais cette liberté de déplacement ne s'arrête pas aux voyageurs. En effet, il existe un espace économique européen. Il a été créé en 1992 et tous les membres de l'Union en font partie. 3 pays, hors Union, ont également été admis. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Cette alliance permet la liberté de circulation des marchandises, des services et des capitaux. Nous évoluons donc dans une Europe économique. Lors de ce périple, je n'ai traversé qu'un seul pays qui, bien que faisant partie de l'espace Schengen, ne fait pas partie de l'espace économique européen ni de l'Union européenne. La Suisse, un des pays les plus riches au monde, le pays du Yodel, du Cor des Alpes et des fondus. Au milieu de ces fontaines d'eau de source que l'on trouve dans tous les villages, je n'ai pas réussi à trouver la fontaine de Jouvence. Peut-être se trouve-t-elle cachée dans le coffre-fort d'une des nombreuses banques qui s'y sont installées. Car nous savons tous
que cette contrée est très chère et que ses habitants sont supposés riches. Même nous, pour nous les Suisses, on dit qu'on est une île des hauts prix. On essaie de changer ça, mais on n'arrive pas parce que, oui, les salaires ils sont bons, il faut quelqu'un qui paye. On ressent ça maintenant certainement pour niveau tourisme. Avec l'euro qui a chuté, les francs forts, on a des problèmes dans le tourisme parce que pour les gens c'est encore plus cher de venir en Suisse. Après, il y a pas mal de gens qui vivent en Suisse, qui sont pauvres, mais souvent c'est qu'ils sont justement déjà pas suisses parce qu'ils n'ont pas passé assez d'années, pas toutes les caractéristiques qu'il faut pour avoir le papier vraiment suisse. Et puis, du coup, on maintient plein de gens qui habitent ici, qui vivent ici, mais qui n'ont pas les papiers en ordre, puis du coup qui se font exploiter, et puis qui sont carrément pauvres. Ouais. Mais oui, c'est cher, bien sûr, c'est pas pour rien que je vais faire mes courses en France. Au tiers-monde, comme disent les Genevois. Dans le même genre, j'ai visité Monaco et le Luxembourg, qui sont des centres financiers importants. Des îlots de riches où je n'ai pas réussi à créer de contact avec les habitants. Ou peut-être que je n'en avais pas l'envie. Les Suisses ont réussi à conclure de nombreux accords d'échange commerciaux avec l'Union européenne. Mais pourquoi n'en font-ils pas partie? Now, to me as a student, I'm going to university, as I said. I really hate that because I would love to go studying abroad in Ireland or Scotland or France. And it's not really possible because we're not part of the European Union. Parce qu'on peut quand même encore décider ce qu'on veut. Il n'y a pas un régime au-dessus de nous. Je crois que pour un pays si riche que nous, c'est pas vraiment un avantage d'être un part de l'EU. Les Suisses ont peur de perdre tout ce qu'ils ont maintenant et de se mettre dans les mains de quelqu'un d'autre, un gouvernement à Bruxelles. Non. Oui, on a peur de perdre tout ce qu'on a. On veut décider pour nous-mêmes. Le Suisse, c'est un pays démocratique. Tout le monde, tout habitant peut voter, peut dire ce qu'il pense et a une influence sur l'avenir du pays, plus ou moins. Et ça, si on va en Union européenne, on va beaucoup perdre. C'est ça les craintes qu'on a. Si les Suisses veulent préserver tous leurs privilèges et sont assez riches pour ne pas devoir faire partie de l'Union, d'autres pays qui en font partie doivent se battre pour y rester. Au cours du voyage, j'ai pu suivre les actualités qui m'intéressaient sur mon smartphone. J'ai vu que les journaux parlaient de la Grèce et des problèmes qui y sont liés. Le Grexit était à la une. S'il avait eu lieu, la Grèce aurait été évincée contre son gré de la zone euro. L'Allemagne, un des piliers de l'Union européenne, a par exemple permis à des compagnies privées allemandes de racheter pour une bouchée de pain les principaux aéroports grecs. Sous quel prétexte? Rembourser leurs dettes. La politique d'Angela Merkel fut radicale, mais les Allemands n'en ont pas moins leur avis. Mentalität der Griechen ist eine völlig andere, wie wir sie hier haben. Und das ist die Schwierigkeit auch. Ja, aber nicht nur. Nicht nur, aber die wollen nicht das. Die Nationalität. Wir Deutsche sind stolz, dass wir Deutsche sind. Und die Griechen ist ein anderes Volk, Nationalität anders. Das Problem ist, dass die Zinsen, die uns die Griechen zurückbezahlen müssen, dass die einfach im Prinzip noch über diesen Betrag hinausgehen, den wir den Griechen geliehen haben, was wiederum bedeutet, wir leihen den Griechen Geld, erheben dann aber auf das, was wir zurückbekommen, wieder Zinsen, was die Griechen einfach nur immer noch ärmer macht. Und die deutsche Politik betreibt mittlerweile da, oder gerade im Moment da einfach so eine Politik also die lassen die Griechen ausbluten im Moment. Und das ist das, was mir überhaupt gar nicht gefällt. Und jetzt werden Sparpakete wieder beschlossen, anstatt einen Schuldenschnitt zum Beispiel zu machen, was meiner Meinung nach eine bessere Idee gewesen wäre. Und in 5 Jahren stehen wir wahrscheinlich an dem gleichen Punkt, wo wir jetzt stehen, obwohl der Grieche dafür gar nichts kann, sondern eher quasi das System ist einfach total krank in Griechenland und das muss halt einfach geändert werden. Überhaupt die Nationalität, die Franzosen sind stolz, dass sie Franzosen sind, Engländer sind stolz, dass sie Engländer sind. Griechen sind stolz, dass sie Griechen sind. Unterscheidet sich jedes Land aus Vergangenheit. Und insofern, ja, ich hoffe, dass aber in Zukunft das wieder hinhaut und dass Europa
Ja, wieder eins bleibt. das ist gut. Europa ist gut. Europa wieder eins wird mit Griechenland. Mit Griechenland. Genau. Ja. J'en arrive au Brexit. En référence au Grexit, le Brexit signifie British Exit. Il évoque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pourquoi un des pays les plus influents de cette alliance a-t-il voulu en sortir? Because we're getting too many immigrants. They're just coming in. They've got nowhere to live. There's no jobs for them because everybody here hasn't got jobs. If the teachers, dentists, nurses, something like that, yes, come in. But I think that's the bit most people don't want to be in the European Union for, because when they come, like Polish people, for instance, come, and their children are still in Poland, but they get the family allowance money to send back to them. Do they do that in your country? Il ne faut pourtant pas placer le risque là où il ne se trouve pas. Avant de parler d'immigration, il est essentiel de rappeler le vieillissement de la population. Dans la plupart des pays d'Europe, le nombre de personnes de plus de 65 ans dépasse les 17%. En Italie, cela atteint même un quart de la population. Il y a 60 ans, cela ne dépassait pas les 7% dans le monde. Nous avons donc d'une part une espérance de vie de plus en plus élevée, mais nous avons aussi une natalité en baisse. Le taux de fécondité de l'Union européenne est de 1,6 enfants par femme, alors qu'il faudrait un taux de 2,1 pour obtenir un renouvellement de génération. Si nous pensons que c'est la crise en ce moment, nous nous rendrons compte, dans une cinquantaine d'années, que moins de jeunes seront là pour travailler et nous remplacer. Les politiques nous parlent des menaces d'immigration que cela ferait peser sur l'emploi, sur les systèmes sociaux, et même sur l'identité profonde des pays d'accueil. Pourtant, seulement 3 personnes sur 100 vivent dans un pays où elles ne sont pas nées. L'immigration est loin d'être un sujet d'actualité. Elle existe depuis plus longtemps que la création de l'Union européenne. Qui n'a jamais entendu ce stéréotype sur les Portugais qui dit qu'ils sont maçons ou concierges? Oui, ils pensent ça, mais ils le pensent faussement, quoi. Non, il y a une raison de le penser, parce que la première grande vague d'immigration dans les années 60, c'était vraiment des gens qui n'avaient pas de formation et qui étaient devenus les concierges, les femmes de ménage, les maçons, enfin... Et donc ça c'est vrai quoi, c'est vrai. Le problème c'est qu'après, quand on a continué à aller en France ou quoi, quand les gens savaient qu'on était portugais, ils nous demandaient si on était des femmes de ménage. Écoute, d'abord ça ne se demande pas, et puis on a plus que ça dans le pays. Hein. On ne survit pas avec des femmes de ménage et des concierges. On a des voisins qui vont vouloir foutre tous les étrangers dehors, ils n'ont jamais vu un ici. Jamais. Les seuls étrangers dont ils se souviennent, c'est dans les années 50 ou 60, quand les Espagnols venaient tailler les vignes. Et c'est eux qui les faisaient venir. Voilà. Mais non, faut foutre tous les Arabes. Non, moi je pense que c'est une envie de protectionnisme. Voilà, les gens ont peur de se faire envahir, L'immigration serait donc une des principales causes qui a effrayé les Anglais et qui leur aurait donné envie de sortir de l'Union européenne. Ils ont pourtant plus peur de l'immigration illégale que de l'immigration légale. Beaucoup d'immigrants veulent se rendre en Europe, et plus particulièrement en Angleterre. Les Écossais, eux, ont voulu quitter le Royaume-Uni. Ce pays riche en ressources pétrolières a eu la possibilité de s'exprimer par référendum pour son indépendance. En 2014, ils ont voté non, à 55,3%. Well, I think if they wanted to, yes. But they voted against going out. What's that? The referendum. Together as an island, we are stronger if we all stay together. And I think I'm saying that for the benefit of the Scottish people as well, not just for our benefit. Yes. I think they would be struggling hugely if on their own. Yeah. Definitely. Because we're the British Isles. And British Isles are made up of Scots, English
Welsh and Irish, or Northern Irish, and we've been like that for over 300 years. Why do we want to change it? But I think that Scotland's too small a nation. It's only 5 million population, so it would be difficult to survive as a independent nation, I think. Yeah, but I'm fiercely Scottish, but I'm also British. I think countries are stronger together. I think it would be Scotland would be very poor if we came away from England. And there's no mandate in Scotland. There's only one right-wing member of Parliament in Scotland, elected in Scotland. The rest are all socialist, and they don't see London as being representative of what we want to do. So there's a big anti-London feeling. That's why they want to split. Okay. But I think the answer that London are saying is we need to devolve more powers. We need to give more power to Scotland to control their own future. Tax raising powers, control their own spending, that sort of thing. So give them more power to be semi-independent but not fully independent. Okay. So that's where we are. So that debate is going on at the moment. So if you come back in 2 years' time, you may need a separate passport stamp for Scotland. But who knows? Ils se sentent plus forts en tant que groupe. C'est peut-être parce qu'ils savent qu'en se séparant du Royaume-Uni, Londres aurait fait pression sur Bruxelles afin de les exclure de l'Union européenne. Ces Anglais sont donc prêts à tout pour ne pas perdre le Royaume-Uni. Car si l'Écosse se libère, cela pourrait donner des idées aux Irlandais et aux Gallois. Les Anglais se sont déclarés en faveur d'un groupe. Alors finalement, pourquoi sont-ils sortis de l'Union? Est-ce l'immigration? Le fait de dépendre d'un gouvernement à Bruxelles? Que cela empiète sur leur business? Suivant les nationalités, les avis sont mitigés. I would like to go out of Europe. As I said, we are a trading nation. And all this rubbish you hear about, oh, it's going to cost us. We deal with America. Europe deals with America. We have to make American pay American tariffs. We, Britain, as dealing with the European Union, we have run a deficit of over £40 billion in trade a year with Europe. If we get out of Europe, they won't say to us, oh, you can't deal with us. They want us because of the amount of trade they earn from us. Yeah, well, I'm not sure. Scotland doesn't want to come out of Europe, but I feel that it's sort of almost selfish reasons that they don't want to, because Europe provides Scotland with subsidies that maybe an English government wouldn't. You know, the farmers are well looked after, and there's a lot of farmers in Scotland. No, I don't think it would make any economic sense at all to leave the European Union. There's a really big movement of Euroscepticism in Britain at the moment. I think it's led primarily by parties such as UKIP, and actually if you look into the crux of things, it would be absolutely nonsensical for the UK to leave the European Union. A lot of money is coming into England and Wales from this union for building new, expanding, like at the moment Saundersfoot, the next small village, is having a huge modification to the harbour. It's been the same for many years, and they're having a lot of grants. So in that way, I think it's a good thing to stay in, to get a share of the money that's
And of course, you know, I think it's more friendly overall to have all the countries sort of united. Le Royaume-Uni n'est pas seulement composé de l'Angleterre, mais c'est aussi le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Ces trois derniers sont en minorité comparés aux Anglais qui ont eu le dernier mot. L'Écosse, qui a déjà refusé son indépendance une première fois, va engager un nouveau référendum. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne changera certainement la donne. Il aurait uniquement voulu bénéficier de tous les avantages de l'Union européenne sans pour autant y contribuer. L'Union européenne est donc principalement économique et la tendance est à l'euroscepticisme. Les pays riches ne veulent pas payer pour les autres. L'afflux d'immigrants, le peu de frontières et les normes économiques effraient une partie de la population, remettant en cause le concept même de cette union. Alors finalement, qu'est-ce que c'est l'Europe ? L'Europe, c'est une multitude de dialectes et des origines variées. L'Europe, c'est un continent laïque et de religion chrétienne. L'Europe, ce sont des millénaires d'histoire, des palais, des châteaux, des cathédrales et des grandes places. L'Europe, c'est une riche variété de paysages, des montagnes majestueuses, des fleuves limpides et des falaises à couper le souffle. L'Europe, c'est le sentiment de nature et de liberté. Mais l'Europe, c'est aussi 750 millions d'habitants, une cohésion politique et économique. Le projet de l'Union européenne est un beau projet, plein d'avenir, mais celui-ci devrait être aux mains des Européens. On devrait leur en faire comprendre les enjeux, au lieu de les berner dans un brassage médiatique des plus inconstruits. Les habitants peuvent comprendre et surtout savent réfléchir. Il est grand temps qu'ils décident par eux-mêmes. Il est grand temps que vous décidiez par vous-même.